3, 2, 1. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à celles ou ceux qui nous auraient déjà suivis depuis hier matin, lors d'autres conférences qui ont pu avoir lieu dans ce contexte du Salon Cyclo de la première édition de Provence Alpes-Méditerranée. Voilà le terme qui lui a été consacré. Nous allons parler cet après-midi, comme vous le savez, d'eau et de solidarité autour de l'eau, et en particulier du développement de la coopération sur les enjeux de l'accès à l'eau, avec les invités qui sont devant vous, qui évidemment vous allez pouvoir, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, que vous allez pouvoir identifier à tour de rôle au fur et à mesure de leurs interventions. Et je voudrais vous présenter donc, sans protocole, Madame Sonia Bricky, qui est présidente de Territoire Solidaire pour Hauts-de-Marseille Métropole. Philippe Mouton, qui est responsable de l'antenne Lyon-Méditerranée de PSO, le programme Solidarité Eau. Rémi Touron, qui est chargé de mission Programme et Coopération Internationale à l'Agence de l'eau RMC. Jean-Luc Marion, qui est chef de service suivi financier des contrats et gestion foncière patrimoine pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Et enfin, Madame Sophie Valentin, qui est responsable commerciale, ingénierie et services de l'ASCP, la Société du Canal de Provence. Voilà, si je vous ai bien identifié les uns et les autres. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre venue aujourd'hui. Alors aujourd'hui, de nombreuses collectivités en France sont engagées en matière de coopération et de solidarité internationale autour de l'eau et de l'assainissement notamment. Ce sont même des centaines de collectivités qui sont aujourd'hui concernées. Et l'action extérieure des collectivités territoriales, l'AECT pour les plus experts d'entre nous, leur permet, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, d'agir en portant des coopérations ou en soutenant les initiatives d'acteurs de leur territoire. Alors il y a un cadre juridique pour encadrer tout ça, notamment qui est déterminé par la loi sur le 1% eau, la loi Oudin, qui permet aussi à celles chargées des services d'eau potable et d'assainissement d'affecter des moyens conséquents à des actions de solidarité internationale sur ces thématiques. Alors des opportunités de financement multiples et parfois conséquents, une expertise sont ainsi disponibles pour soutenir l'action extérieure des collectivités territoriales et accompagner leur engagement pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le monde. Mais pour bien planter le décor de nos échanges, je vais demander successivement à Mme Bricky et à M. Mouton de bien vouloir nous préciser les contours de notre sujet des coopérations en général. Alors Mme Bricky, je vous ai bien présenté comme présidente de Territoire Solidaire tout à l'heure, qui est un réseau multi-acteurs de la coopération internationale de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et une de vos missions est d'encourager le plus grand nombre de projets l'engagement du plus grand nombre dans les projets de coopération. Pardonnez-moi. Quel est le rôle, pour faire simple en termes de question de lancement, si je puis dire, de votre réseau pour contribuer à relever le défi de l'eau et de l'assainissement? Voilà ce à quoi je vous invite à répondre pour nous planter le décor comme je vous y invitais. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour cette question. Donc, je suis effectivement Sonia Bricky-Fallet, donc présidente de Territoire Solidaire, membre de Territoire Solidaire depuis 2013 et fière de l'être. Et j'y siège en tant que salariée de la Société des Eaux de Marseille, qui est un délégataire de services publics eau et assainissement. C'est vrai que Territoire Solidaire, c'est une belle structure. Ça n'est pas un réseau, mais c'est le réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau régional multi-acteurs? C'est tout simplement un lieu qui a vocation à fédérer l'ensemble des parties prenantes autour du sujet de la coopération et de la solidarité internationale. Donc, quand je parle de l'ensemble des parties prenantes, j'entends bien entendu les associations qui sont nombreuses à agir sur
le champ de la solidarité internationale en région, mais également les collectivités territoriales et leurs groupements. Donc on a bien évidemment la métropole Aix-Marseille-Provence qui est membre de Territoire solidaire, la ville de Marseille et la région PACA également. Donc les associations, les collectivités, les entreprises dont je fais partie, nous avons ici également la Société du Canal de Provence qui est également membre. Donc vous voyez, c'est une affaire de famille aujourd'hui, nous sommes tous des acteurs de Territoire solidaire. Donc Territoire solidaire, en fait, il a vocation, comme je disais, à travailler sur la solidarité internationale et il regroupe environ 700 membres aujourd'hui. Donc c'est un réseau important. La thématique de l'eau et de l'assainissement a émergé il y a très longtemps comme une thématique fondamentale parce que déjà on avait énormément de membres de notre réseau qui travaillaient sur ce sujet. Tout simplement parce que quand on commence à travailler sur les sujets de la coopération et de la solidarité, très rapidement la question de l'eau et de l'assainissement se pose. Quand elle ne s'était pas posée dès le départ, elle se pose à un moment donné du projet. Tout simplement parce que aujourd'hui, l'eau reste un enjeu majeur de santé publique. Il y a toujours beaucoup de personnes dans le monde qui, malheureusement, meurent de maladies liées à l'eau aujourd'hui. La question de l'assainissement est également criante, mais aussi parce que dans le cadre des objectifs du développement durable, l'eau est un enjeu majeur aussi en termes de gestion durable de la ressource et de coopération, puisque quand on n'a pas d'eau, ça crée des tensions entre les pays. Donc pour toutes ces questions-là, l'eau est et demeure un sujet majeur, et c'est pour ça qu'un grand nombre des structures qui appartiennent à Territoire solidaire travaillent sur cette thématique-là. Donc qu'est-ce que peut faire et qu'est-ce que fait Territoire solidaire concrètement pour agir sur cette thématique fondamentale de l'eau et de l'assainissement? Eh bien, ce que fait un réseau comme le nôtre, c'est l'animation par des groupes de travail. Donc, il y a déjà un certain nombre d'années, nous avons, par exemple, lancé un groupe de travail sur l'eau et l'assainissement qui permet concrètement de fédérer l'ensemble des acteurs, les associations, mais aussi les collectivités, comme je le disais, les entreprises, les organismes d'enseignement ou de recherche. Et tout ce monde-là agit et essaye d'avancer en commun sur des bonnes pratiques et sur de la montée en compétence sur ces sujets. Ensuite, ce qu'on essaye de faire à Territoire solidaire, c'est d'identifier, de capitaliser et d'essaimer justement ces bonnes pratiques. Donc c'est pour ça qu'on sert d'observatoire en région PACA par rapport à tout ce qui peut se faire pour ces sujets d'eau et d'assainissement. Bien entendu, on participe aussi à la formation. Donc, on organise des sessions de formation avec des organismes sur ce sujet-là. Et enfin, on a un rôle de promotion de la coopération internationale. Et c'est aussi à ce titre-là que je suis ici aujourd'hui, puisque l'enjeu majeur aujourd'hui, on parle de l'engagement des collectivités territoriales, c'est bien évidemment d'embarquer plus de collectivités territoriales sur ce sujet. Aujourd'hui, on a un levier qui est majeur en France. On a la chance d'avoir ce levier de la loi Oudin-Santini, donc du 1% solidaire. C'est un levier qui vient en complémentarité par rapport à l'action publique de l'État, des États. Mais c'est un levier qui peut apporter concrètement beaucoup de choses, mais qui malheureusement, aujourd'hui, n'est pas utilisé partout de la même façon. Donc aujourd'hui, la métropole et l'agence Rhône-Méditerranée-Corse vont nous montrer comment concrètement on peut mobiliser ce levier-là. Mais voilà, c'est notre rôle à Territoire solidaire que d'essayer d'effectuer cette promotion. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors pour continuer cette entrée en matière, Monsieur Mouton, comme promis, donc vous êtes responsable de l'antenne Lyon-Méditerranée PSO, dont vous nous préciserez peut-être la vocation et les missions. Pour compléter cette introduction de Madame Bricky, de quoi parle-t-on quand on évoque la coopération internationale des collectivités territoriales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, et comment une collectivité peut-elle s'engager et sur quel dispositif peut-elle s'appuyer? Voilà, déjà pour nous éclairer un petit peu sur ces aspects, si vous le voulez bien. Très bien, merci. Ça marche. Donc, je suis Philippe Mouton et je représente le PSO, le programme Solidarité Eau, qui est également un réseau multi-acteurs engagé au service de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous dans les pays en développement, et engagé aussi pour développer la solidarité internationale et l'envie de faire des différents acteurs de coopération pour apporter leur soutien et manifester leur solidarité
envers les pays en développement qui sont en déficit de services d'eau et d'assainissement. Donc l'action extérieure des collectivités, comme vous l'avez rapidement dit dans votre introduction, ça concerne l'ensemble des actions que les collectivités françaises mènent en appui auprès des pays en développement, et spécifiquement quand on parle d'eau et d'assainissement, spécifiquement pour développer les services d'eau et d'assainissement dans les pays où il n'y en a pas, où ils sont un peu défaillants. Donc c'est ça que revêt en fait l'action extérieure des collectivités territoriales. Alors, comme ça a été dit, là on focus un peu sur les collectivités, mais bien sûr il y a un ensemble d'acteurs qui interviennent dans ce champ de la coopération internationale, des ONG, des entreprises, des comités de jumelage, des associations, etc. Nous on focus un peu sur les collectivités. Et ces collectivités, c'est vrai qu'elles ont, pour s'engager à l'international et manifester leur appui et leur solidarité envers les collectivités partenaires dans les pays en développement, elles ont trois leviers possibles. Premier levier, c'est la coopération, ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Donc, c'est-à-dire qu'une collectivité française va établir un programme d'action et une convention de partenariat associée avec une collectivité étrangère. Donc elles se rencontrent, elles décident de travailler ensemble. Généralement, donc, la collectivité française propose son appui à cette collectivité étrangère pour l'aider à structurer et développer son service d'eau ou son service d'assainissement. Et puis elle tombe d'accord pour développer un programme de coopération, pour cibler les activités prioritaires à mettre en place. Est-ce qu'on va réaliser des infrastructures? Est-ce qu'on va former des gestionnaires de réseau? Est-ce qu'on va former des exploitants? Tout, en fait, voilà, il y a un programme d'action sur toute cette chaîne de l'eau pour arriver à la mise en place ou à la structuration d'un service d'eau ou d'assainissement performant et professionnel. Donc ça, c'est la coopération décentralisée. La collectivité est vraiment pilote de l'action avec son partenaire à l'étranger pour définir les moyens et les objectifs visés. Elle met donc à disposition des ressources humaines, des ressources financières, et elle pilote en interne avec ses propres services et son personnel les activités, en s'appuyant aussi, bien entendu, sur un réseau de partenaires à l'étranger, que ce soit de la collectivité partenaire ou associatif ou des administrations centrales ou déconcentrées du pays en question, qui œuvrent dans le domaine de l'eau. Donc ça, c'est un premier mode d'action qui est le plus engageant, je dirais, pour une collectivité, où elle est vraiment en pilotage direct auprès de son partenaire étranger dans cette politique, je dirais, publique de coopération. Ensuite, il y a un deuxième levier important qu'on verra par la suite avec les témoignages qui vont suivre, où une collectivité peut décider de créer un fonds de soutien à son initiative. Et ce fonds de soutien vient lui-même répondre en fait à des demandes émanant généralement d'associations ou de collectivités du territoire en France. Alors ça peut être d'un territoire donné ou alors ça peut être sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et donc un fonds de soutien est mis en place pour venir financer des projets eux-mêmes portés et développés par des associations ou des collectivités avec leurs partenaires à l'étranger. Donc ça peut se pratiquer sous forme d'appel à projet, où la collectivité décide de mettre en place donc un appel à projet où elle reçoit un certain nombre de dossiers et de demandes émanant d'acteurs généralement associatifs. Et puis il y a tout un travail ensuite de sélection, d'instruction, et puis ensuite de suivi de ces projets qui sont financés par ce fonds de soutien mis en œuvre par la collectivité. Alors, je spoile pas trop, parce que ça sera détaillé après, mais il y a différents acteurs aussi qui participent de concert à l'animation d'un tel dispositif de soutien envers des acteurs associatifs d'un territoire. Donc ça, c'est un deuxième moyen d'action important pour les collectivités, où, vous voyez, la collectivité n'est plus en pilotage direct pour développer un service d'eau et d'assainissement en appui à une collectivité étrangère, mais elle passe par des tiers, par des associations ou d'autres collectivités qu'elle finance pour faire ce travail-là. Et puis, il y a un dernier moyen d'action important pour les collectivités, qui est de venir aussi en appui directement à une demande qui émane d'une association, généralement, ou d'une ONG. Et là, elle apporte, elle apporte son soutien, souvent financier. Ça peut être aussi une mise à disposition d'expertise technique qu'elle possède au sein de sa collectivité avec des ressources humaines, mais ciblée sur une association ou une ONG ou une collectivité qui fait une demande spécifique, et cette collectivité apporte son soutien vis-à-vis de cette demande spécifique. Voilà, c'est un peu les trois grands, je dirais,
mode d'action, moyen de s'engager pour les collectivités à l'international. Directement. Ouais, voilà. Vous avez très bien précisé les choses. Et tout ça, donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi facilité par un cadre juridique qui est en évolution constante, mais qui a eu un moment fondateur en fait pour cette action des collectivités françaises. C'est cette loi Oudin-Santini qui a été adoptée et votée à l'Assemblée nationale française en 2005 et qui permet donc, c'est pas une obligation, c'est une incitation pour les collectivités de mobiliser jusqu'à 1% de leurs recettes des services d'eau et d'assainissement pour les affecter à des programmes de coopération à l'international. Donc, comme je vous les ai précisés, soit via une coopération décentralisée directe, soit via l'animation d'un fonds de soutien, soit via l'appui à une demande ou un projet émanant d'une ONG. Je parlais tout à l'heure de plusieurs centaines de collectivités qui étaient désormais engagées en France. Est-ce qu'on a une idée en termes de proportion, de pourcentage, de nombre de collectivités qui s'engagent sur ce type de projet? Est-ce que c'est devenu chose courante ou est-ce que ça reste une exception, malgré les chiffres qui paraissent importants? Alors, c'est vrai que si on se réfère aux 36 000 communes existantes en France... Oui. On ne va peut-être pas compter des communes de 10 habitants voilà. Avec un conseil ça va paraître peut-être municipal à deux membres. Alors, au niveau du PSO, c'est vrai qu'on fait ce recensement chaque année en fait, des collectivités qui contribuent financièrement à soutenir des initiatives par les différents modes d'action dont on vient de parler. Et pour l'année 2020, on a fait ce travail également. On est toujours sur N-1, évidemment. Et on recense environ 200 collectivités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces collectivités, elles sont de toute taille. On peut avoir la métropole Aix-Marseille-Provence, comme on peut avoir une petite ville de 10 000 habitants. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans le paysage des collectivités mobilisées, c'est qu'elles ne sont peut-être pas encore assez nombreuses, autour de 200, qui apportent un soutien technique et financier, mais une grande diversité de collectivités représentées, des régions, des départements, des communautés de communes. Et ça nous donne quand même un ordre de grandeur. Vous parlez de 10 000 habitants, par exemple. Voilà, ça peut être une sorte de référentiel, quoi, cette dimension. La plupart des grandes métropoles ont-elles des actions maintenant ou, Alors, tout à fait. Alors, j'ai peut-être un petit graphique à projeter, mais c'est peut-être un peu dans le désordre, du coup. On va avancer. Avance encore. Voilà, on va avoir un camembert, je pense. Et le voici. Voilà, on a un camembert où on a un peu la répartition des sommes engagées, mais ça donne aussi un petit peu le profil des collectivités mobilisées. Vous parliez de métropoles et de grandes communautés urbaines. On voit que c'est un petit peu la portion verte du camembert, qui représente un gros quart en fait, des collectivités mobilisées et engagées à l'international sur des projets eau et assainissement. La moitié, un peu moins de la moitié, c'est important, ce sont les syndicats d'eau et d'assainissement, parce que c'est vrai que le grand apport de cette loi Oudin-Santini aussi, ce qu'elle a pu permettre, c'est de mobiliser de nouveaux acteurs dans le paysage. Les syndicats d'eau et d'assainissement et bien entendu les agences de l'eau, qui sont également représentées ici par Rémi Touron, qui, en l'espace de 10 ans, sont devenus l'acteur majeur et incontournable en termes de puissance et de surface financière pour financer ce type d'action en appui aux collectivités locales françaises. Donc là, vous avez une répartition. Je pense qu'on pourra vous laisser aussi les supports. Vous voyez que les trois quarts des collectivités mobilisées sont les syndicats d'eau, d'assainissement, les métropoles et les grandes communautés urbaines. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, puisque même les départements, les régions, les petites communes, grâce à leur action, elles viennent aussi solliciter les agences de l'eau pour pouvoir augmenter la surface financière de leurs projets. Voilà. Merci Monsieur Mouton. Je vous propose d'entendre justement les autres intervenants présents pour illustrer un petit peu les propos que vous venez de tenir en complément de ceux de Madame Bricky. Monsieur Touron, pour commencer, si vous le voulez bien, pour aller plus loin et continuer ce premier tour de table, je vous laisse nous en dire un peu plus sur le rôle et la place de l'agence, des agences de l'eau en général, j'imagine, mais en particulier celle à laquelle vous appartenez, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Vous êtes chargé de mission programme coopération internationale. Donc comment intervenez-vous? Comment intervient l'agence ou les agences? Comment interviennent-elles et à quel niveau? Oui, merci. Les agences de l'eau, c'est un établissement public qui est sous tutelle de l'État, du ministère de la Transition écologique en particulier.
C'est un organisme de bassin qui va intervenir dans le dispositif qu'on vient de présenter comme bailleur, en finançant les actions de coopération qui vont être proposées par les collectivités territoriales de son bassin et en les subventionnant. Alors, pour rentrer dans le fil du dispositif, donc l'agence de l'eau, les agences de l'eau, vous l'avez dit, en fait, on a 6 agences de bassin qui sont en place en France. Alors, on va essayer de trouver le slide qui est adapté, s'il y est. Non, il est bon. Bon, ok, allez. Bon, c'est une diapo qui on remet reste le cachée nom quelque et on part. continue comme ça. Oui, Donc, je vous en prie. oui, pas de problème. Donc 6 agences de bassin, en fait, qui ont été créées en 1964 avec une loi sur l'eau qu'on a mis en place en France, et en fait qui a planté le décor de 2 grands concepts. Le premier, c'est la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle du bassin, donc un processus de décentralisation de l'État vers les territoires pour qu'on puisse gérer au plus près des rivières les enjeux qualité des cours d'eau. En fait, le comité de bassin, qui réunit les services de l'État, les collectivités locales et les usagers du territoire, une planification de ces objectifs de qualité des cours d'eau. Excuse-moi, Laurence, est-ce qu'on pourrait arrêter de faire tourner les trucs parce que juste que c'est plus perturbant qu'autre chose? Ça attire Donc, l'attention. on met un écran bleu et puis on touche. C'est vrai, ça attire l'attention. Voilà. Parce que nous avons les retours là. Donc l'idée, c'est effectivement de faire cette planification. Et l'agence de l'eau ne fait que mettre en application les objectifs du schéma directeur et d'aménagement et de gestion des eaux que le comité de bassin a mis en place pour le bassin du Grand Fleuve dont il a la charge. Le deuxième dispositif qui accompagne ce processus de planification, en fait, c'est le concept pollueur-payeur qu'on connaît tous. À partir du moment où on perturbe le bon état d'une ressource, on paye une redevance pollution. Et l'agence de l'eau va utiliser cet argent pour apporter des subventions, pour aider les collectivités locales de son territoire à améliorer la qualité de ses rivières. En fait, la bascule de notre système vers l'action internationale, elle se fait en 2005, comme nous l'a dit Suite Philippe à la tout loi à l'heure, de la même- avec la cette même fameuse époque, loi oui. Houdin, qui a autorisé les agences de l'eau à consacrer 1% de leur budget redevance, pour le coup, au soutien des programmes de coopération décentralisés qui ont été lancés par les collectivités territoriales. Donc nous sommes rentrés dans ce dispositif-là, c'était pas loin d'ici d'ailleurs, puisque c'était en 2012 au Forum mondial de l'eau qui avait eu lieu à Marseille. Et nous avons mis en place un système de financement pour nos collectivités. Alors ce système de financement, on le remet aussi dans son paysage. On a évoqué tout à l'heure les objectifs du développement durable, dont l'ODD numéro 6, qui a pour objectif d'améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement et à l'hygiène pour les populations de la planète. C'est un cadre qui va suivre également l'aide publique au développement et donc toute la direction nationale d'État que l'on souhaite donner à nos actions internationales au service des pays en cours de développement. Et puis on va essayer de mettre en place des partenariats avec des structures comme l'Agence française de développement, qui vont cofinancer des projets sur lesquels on va pouvoir intervenir, des partenariats avec le programme Solidarité Eau pour aller accompagner les collectivités locales, des partenariats avec Territoire Solidaire pour apporter des éléments d'information sur la structuration des programmes de coopération. En fait, notre 1%, on va le décliner de 2 façons différentes. D'abord, un volet institutionnel, parce que la gestion de l'eau qu'on a mis à l'échelle du bassin en fonctionnement en France, on va essayer de la promouvoir dans les pays en cours de développement pour pouvoir assurer une gestion intégrée des ressources en eau qui soit durable. Et donc essayer de proposer notre modèle de territorialisation, de gestion par bassin, essayer de proposer un espace de concertation autour des différents usages de l'eau pour en assurer une certaine durabilité, j'allais dire. Et pour cela, les différentes agences de l'eau se sont réparties leur rôle à travers la planète. Nous, pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, on va intervenir particulièrement vers le bassin méditerranéen et vers Madagascar. On va essayer de promouvoir des
des actions scientifiques, des retours d'expériences scientifiques. Par exemple, tous les programmes d'adaptation au changement climatique que l'on a déclinés dans le cadre de notre plan d'adaptation de bassin, parce qu'on a, avec le bassin méditerranéen, tout simplement un climat unique, et donc les méthodes que l'on utilise peuvent être largement duplicables, reprises à leur compte par les pays. Oui. Voilà, transposables, c'est le mot. Merci. Mhm. Voilà. Coopération décentralisée. En fait, sur les dernières années, les agences de l'eau ont consacré, j'allais dire peut-être 140 millions d'euros pour soutenir une centaine de projets par an sur les actions d'accès à l'eau et à l'assainissement. En fait, on est sur un budget d'environ entre 15 et 17 millions d'euros par an pour l'ensemble des agences, 4,5 millions pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et on intervient majoritairement vers des pays de la zone sahélienne, le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin. Madagascar fait partie des cibles que l'on a aussi souvent en lien avec les collectivités locales. Voilà. Donc c'est une action essentiellement de promotion à la coopération décentralisée vers les collectivités. Et puis on a des outils différents quand on parle association, et donc des spécificités avec des accords de financement, comme on l'a mis en place avec la métropole Aix-Marseille-Provence, pour pouvoir offrir une opportunité de financement sur des projets d'accès à l'eau qui soient portés par des associations spécialisées dans le domaine de l'hydraulique, de l'assainissement. Voilà. On le verra aussi tout à l'heure, peut-être avec la dernière intervenante, mais on essaye de développer de nouvelles approches de la coopération décentralisée, parce que l'action internationale, c'est aussi un projet de territoire. Donc pour une collectivité locale, ça peut être aussi l'occasion d'embarquer dans son processus de coopération, dans son action extérieure, des entreprises de son territoire, des savoir-faire de son territoire. Et donc on voit émerger aujourd'hui des partenariats un peu spécifiques avec ces savoir-faire-là. Et donc on a des établissements qui nous proposent des solutions innovantes pour garantir l'accès à l'eau et la qualité des ressources. Merci Monsieur Touron, c'est ce que nous allons voir effectivement dans un instant. Mais juste une petite précision à ce stade, si vous le voulez bien. Vous venez d'évoquer la vocation ou la mission de promouvoir pour les agences l'action internationale, l'engagement dans l'action internationale auprès des collectivités. Concrètement, quels sont les moyens, ou de quelle manière les agences procèdent-elles pour encourager les collectivités justement à s'engager ? Deux me viennent à l'idée. La première, c'est que les agences de l'eau, en fait, sont des établissements qui ont été conçus pour apporter des réponses eau et assainissement aux collectivités de leur bassin. Donc on est dans une forme de partenariat de longue date depuis les années 60. En fait, quasiment permanent. Voilà, c'est quasiment très, permanent. très grande proximité. Donc, l'action internationale de l'agence fait partie intégrante de son dispositif d'action. D'accord. Donc, quand on parle avec une collectivité, on va parler de sa station d'épuration, de son réseau d'eau potable. On va pouvoir parler aussi de l'action internationale. Donc, c'est une promotion du système. Voilà. La deuxième méthode qui me semble importante, et on le sait tous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On a des subventions. Et aujourd'hui, quand une collectivité nous sollicite pour un projet d'accès à l'eau dans un pays du Sud, on est en capacité d'apporter jusqu'à 70% de subventions sur ce programme d'accès à l'eau. Ce qui fait aujourd'hui que quand un élu décide de mobiliser 1 euro dans un programme de coopération, avec l'aide de l'agence, ce sont 5 euros qui vont arriver sur le territoire de son intervention, au service de l'eau, au service des usagers. Donc ça, c'est un argument, cet argument financier, pour moi, c'est un argument fort, parce que avec ce dispositif-là, on n'a pas de petits projets. On n'a que des projets utiles, on n'a que des projets efficaces qui vont directement rendre service aux habitants, aux usagers. Et on peut, avec finalement pas grand-chose, bénéficier d'une aide d'agence, d'une subvention de l'agence qui permet de faire un programme structurant pour la création d'un puits, pour la création de latrines, et proposer une solution vraiment efficace pour la population. Et contribution sur laquelle beaucoup de projets n'aboutiraient pas. En plus, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Alors, voilà. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que l'objectif de cette aide de l'agence n'a pas pour objectif de s'inscrire dans une forme de pérennité. L'idée, c'est bien d'inciter les collectivités à se lancer en coopération, à se rendre compte que l'échange de compétences qu'on met en place dans le programme qui a été lancé, il est largement faisable, et que donc au bout d'un moment, on peut passer du mode
mise en place à un fonctionnement en routine sans bénéficier des aides de l'agence, sans aucun problème. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement précis et pratico-pratique, Monsieur Touron. Pour continuer, je propose à Monsieur Marion, chef de service suivi financier des contrats et gestion foncière, patrimoine de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de bien vouloir reprendre la suite pour continuer d'illustrer, sachant que la métropole d'Aix-Marseille-Provence a fait le choix de soutenir des associations locales. Ça fait partie des leviers ou des vecteurs par lesquels les collectivités peuvent s'engager à travers un programme de solidarité et de coopération internationale pour l'eau. Et voilà, je vous laisse nous dire comment ce soutien se traduit concrètement. Alors, je vais m'inscrire dans la continuité de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, puisqu'on l'a bien compris, c'est 2005 qui a déterminé... Il n'y a pas les diapositives? Si, d'accord. C'est 2005, effectivement, qui a déterminé en fait, la rentrée des collectivités dans ce dispositif, puisque c'est cette loi qui a permis et autorisé à ce que les collectivités puissent mobiliser jusqu'à 1% de leurs recettes. Si on fait l'historique de ce qui s'est passé chez nous, 2005, la loi, et nous, on a tardé. On était encore, non pas métropole, mais on était encore communauté urbaine. Et la communauté urbaine a mis 5 ans pour délibérer. Et c'est en octobre 2010 que la première délibération a été prise pour mobiliser 0,5% de nos recettes, donc sur les dispositifs de la loi Oudin. On était sur nos recettes, c'est-à-dire qu'on n'était pas, contrairement à ce qu'on l'est aujourd'hui, sur des recettes qui vont aux délégataires, puisqu'on était sur nos budgets annexes et ça représentait en gros 150 000 € par an, l'eau et l'assainissement réunis. Ensuite, la grande étape pour nous, ça a été les nouveaux contrats de DSP qui ont été passés en 2014, puisque nos contrats de DSP en eau et en assainissement prenaient fin. Et le nouveau contrat de DSP de l'eau, qui rentrait en vigueur en 2014, prévoyait que le délégataire nous reverse 0,5% de ses recettes pour mener des actions de solidarité internationale. Et ces 0,5% de recettes représentaient environ 430 000 à 450 000 € par an en fonction des années. Donc vous comprenez bien, par rapport à ce qu'a dit Rémi, l'argent est le nerf de la guerre, et à partir du moment où effectivement une collectivité dispose de fonds, c'est plus facile pour mener des actions derrière. Et à partir de là, la réflexion a été créée et le partenariat s'est mis en place avec l'Agence de l'eau. Et 2016, la métropole lançait son premier appel à projet. Et nous en sommes aujourd'hui à notre 5e, puisque nous avons attribué cette année les subventions du 5e appel à projet. Une diapo là, qui vous est présentée. Non, tu peux rester sur la première. Donc pour vous dire à peu près ce que ça représente en termes de montant, aujourd'hui, avec l'ensemble des dispositifs, des contrats qui seront entrés dans le dispositif, le fonds mobilisé par la métropole, c'est à peu près 490 000 € par an. Et avec le partenariat qui a été mis en place avec l'Agence de l'eau, pour un nombre remis par la métropole, l'Agence de l'eau met également 1 € de son côté, ce qui donne en gros une enveloppe entre 950 000 et 1 million d'euros par an, ce qui est considérable, comme ça a été répété par Philippe Mouton. On peut passer à la diapositive suivante, si vous le voulez bien, où on a ici... Juste pour information, oui, peut-être avez-vous prévu d'en parler, mais ça se répartit entre combien de destinataires ou de bénéficiaires, si je puis dire, cette enveloppe Alors, j'ai prévu d'en parler. C'est parfait. Mais j'anticipe simplement sur votre présentation. On peut en parler. On ne peut pas savoir à l'avance le nombre de bénéficiaires chaque année, puisque chaque année, donc, c'est un appel à projet. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, en fonction des projets retenus, on est entre 9 et 12-13 projets par an retenus. Mais voilà, en fonction du choix du jury loi Oudin, on peut très bien une année retenir que des gros projets. À ce moment-là, effectivement, l'enveloppe sera rapidement consommée. 5 projets à 200 000 € et l'enveloppe est consommée. Et on peut très bien, effectivement, soutenir aussi des petits projets et répartir avec des projets à 20-30 000 € de financement. Très bien. Merci pour cette précision. Par anticipation, donc. Je vous en prie. Le calendrier. Donc, alors là, je vous présente le futur calendrier qui a été mis en place. Mais en fait, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu du déroulé entre le lancement de l'appel à projet. Donc là, sur ce calendrier-là, c'est le futur calendrier. Donc le prochain appel à projet sera lancé en juin 2022. Donc derrière on trouve la phase de remise des offres où les associations ont la possibilité de déposer leur dossier, donc qui va de juillet 2022 à octobre 2022. Derrière, une autre grande phase, je dirais, dans le dispositif, c'est le dispositif dont a parlé Philippe, c'est le dispositif d'instruction de ces dossiers,
puisque une fois que ces dossiers ont été déposés, il faut les analyser pour les sélectionner ce que l'on va considérer comme les meilleurs dossiers. Voilà. Et derrière, une réunion du jury, enfin d'un comité technique et d'un jury, et ensuite derrière, un vote en conseil de métropole pour attribuer les subventions. Et là, on se retrouve au mois d'avril 2023. Donc vous voyez bien qu'entre le moment où le projet est lancé et le moment où les subventions sont attribuées, il se passe une petite année, quoi. Voilà, il se passe un certain temps. Hein. Et des fois, on a des appels d'associations qui sont bien évidemment impatientes d'attendre et de connaître le résultat. Diapo suivante, juste pour schématiser un petit peu le territoire d'intervention de notre appel à projet, qui effectivement est un territoire relativement vaste d'Afrique, avec 45 pays, hein, on le voit, hein, donc ça part de l'Afrique du Sud pratiquement et jusqu'à la rive méditerranéenne avec le Maroc. Ces pays, bien évidemment, sont remis, c'est-à-dire qu'à chaque lancement d'appel à projet, la liste peut changer. Hein. Donc il y a des élus qui composent le jury et ils peuvent très bien décider qu'en gros, on pourrait recentrer nos actions sur tel ou tel pays. Donc pour le moment, c'est la liste actuelle d'intervention de notre appel à projet. On peut passer à la diapositive suivante, où là, vous voyez notre taux d'intervention, hein, qui est différencié en fonction de la taille des projets. En gros, pour faire simple, les petits projets, ils peuvent bénéficier d'un taux de subvention de 80%. Donc, c'est des projets inférieurs à 50 000 euros. Et pour tout ce qui est des gros projets supérieurs à 50 000 euros, nous nous retrouvons avec un taux de financement 60%. Quand je dis 60%, c'est l'Agence de l'eau et la métropole réunies. Une petite dernière diapositive, juste pour vous présenter le bilan du dispositif depuis 2016. Donc on est à 5 appels à projets. Depuis 2016, donc 55 projets retenus. Donc si on fait la moyenne par rapport à votre question de tout à l'heure, donc c'est 11 dossiers en moyenne retenus par appel à projet. Donc les projets qui se répartissent sur 18 pays. Et le montant des subventions qui ont été attribuées donc, depuis 2016 s'élève à plus de 5,7 millions d'euros, ce qui est une enveloppe considérable, sachant que derrière, c'est des projets, le montant des projets s'élève à plus de 13 millions d'euros de mémoire. Voilà. À ce jour, 25 projets sur ces 55 qui ont été retenus sont terminés. Et les autres, ils continuent, donc les associations continuent à œuvrer pour pouvoir nous présenter leurs rapports finaux dans les prochaines années. Voilà. Alors, dans votre introduction, vous évoquiez des 0,5% hein, de prélèvement. Donc, si je fais le lien avec les règles que nous a rappelé monsieur Mouton tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 1% avec la loi Oudin-Santini. Il n'y a pas d'obligation, on l'a compris, mais ça peut être aussi un curseur intermédiaire, donc qui a été décidé, choisi par la métropole. C'est ça. Il y a un seuil maxi, hein, vous l'avez compris, c'est 1%. Et en gros, ceux qui ne font rien, vous l'avez compris, ils sont à 0. Voilà. Et vous, en l'occurrence, et après, tout le monde peut se situer à mi-chemin, en l'occurrence. Voilà, très bien. Merci pour cette précision, Monsieur Marion. Alors, pour terminer, j'allais dire, pour compléter ce tour d'horizon et puis illustrer concrètement tous ces dispositifs, c'est Madame Valentin, qui est donc responsable commercial ingénierie et services à la Société du Canal de Provence, qui, cette SCP, est engagée dans différentes démarches de coopération, et notamment avec la région Sud, sur un projet au Costa Rica. Donc, je suis forcément tenté de vous demander comment s'articule cette relation avec la région, avec cette relation partenariale, et puis quel intérêt pour une entreprise comme la vôtre de participer aux côtés d'une collectivité dans une telle démarche, puisque l'entreprise pourrait le faire peut-être toute seule dans d'autres dispositifs. Alors tout à fait. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir convié la Société du Canal de Provence à cette conférence autour de la thématique de la coopération internationale, thématique qui est chère au cœur de la Société du Canal de Provence depuis longtemps. Nous sommes ravis d'être membres de Territoires Solidaires. Nous sommes ravis de prendre part à des actions stratégiques du Conseil régional en matière de coopération décentralisée. Et nous sommes également ravis de participer à des projets de gestion de l'eau au quotidien qui sont financés donc, soit par l'Agence de l'eau, soit par l'Agence française de développement, soit par d'autres bailleurs de fonds nationaux et internationaux. La Société du Canal de Provence est une entreprise un petit peu particulière qui certes est une entreprise de droit privé, mais avec un actionnariat public.
qui nous donne une double identité avec une activité de service public, dans le cadre d'une délégation de service public dont l'autorité concédante est le conseil régional, mais également tout un panel de services qu'on propose aux territoires ruraux à travers le monde. Donc ces deux identités se complètent tous les jours, elles se nourrissent. Tout cela dans un objectif commun, celui de proposer aux acteurs des territoires sur lesquels on intervient des méthodes et des outils pour l'adaptation au changement climatique. Voilà. On peut peut-être passer à la slide suivante. Donc là, il y a juste une petite illustration de nos savoir-faire. Donc là, vous avez à l'écran un bassin versant rural avec une ressource multi-usage, qui a pour vocation l'alimentation en eau potable, les prélèvements industriels, les prélèvements agricoles, la production d'énergie renouvelable et aussi les ruissellements hydrologiques qu'on connaît tous avec les risques d'inondation et de pollution qui sont associés. Voilà, dans un contexte global qui nous oblige tous à réinventer des modes de gestion de la ressource en eau qui sont à la fois responsables, innovants et de le faire de manière concertée. Tout ça dans l'objectif de pouvoir penser à demain de manière un peu plus sereine. Donc, comme je vous le disais, la Société du Canal de Provence intervient en coopération décentralisée depuis plusieurs années. On peut passer au slide d'après. Je vais vous présenter deux projets de coopération décentralisée. Un projet au Costa Rica et un projet en Tunisie. Donc le premier projet, on peut peut-être déjà passer à la slide d'après, donc concerne le renforcement de la gestion intégrée des ressources en eau dont parlait M. Touron tout à l'heure, donc sur un bassin versant costaricien. C'est un projet qui vient de démarrer, qui a fait l'objet d'une mission sur place le mois dernier. Un projet donc porté par la région PACA, financé par l'AFD, avec une facilité qui s'appelle le FICOL et qui s'adresse aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Ces financements peuvent être donnés dans le cadre de projets qui répondent à des sujets de développement commun, dans l'esprit des EDD, avec bien entendu une cohérence avec les politiques sectorielles de l'Agence française de développement. Donc ce projet est un projet pilote qui a pour vocation d'établir un plan multisectoriel de gestion de la ressource en eau à l'échelle hydrographique et à échéance 2030. Donc après une phase de diagnostic, l'idée est d'organiser des ateliers participatifs pour faire émerger une vision commune autour des risques liés au changement climatique et donc de dégager des priorités stratégiques à mettre en œuvre. Dans ce cadre-là, la Société du Canal de Provence a mobilisé de nombreuses compétences très transversales allant de l'hydrologie à la gestion sociale de l'eau, en passant par l'hydraulique, l'analyse environnementale et économique, la géomatique et j'en passe. Bien entendu, la Société du Canal de Provence n'est pas seule avec la région PACA. Nous sommes une douzaine de partenaires français et costariciens à être impliqués sur ce gros projet d'une durée de 2 ans. Qui aborde d'autres composantes que la gestion intégrée de la ressource en eau à travers la biodiversité, la gestion des espèces protégées et l'écotourisme. Voilà, je vais aussi vous présenter un deuxième projet auquel on participe en ce moment. Peut-être qu'on peut avancer. Voilà. Donc là, c'est un partenariat avec un gestionnaire d'ouvrages multi-usages tunisien qui s'appelle la CKD-Nord et avec lequel vous comprendrez rapidement qu'on a de nombreux points communs avec des défis d'importance qui sont de faire évoluer nos pratiques et de faire évoluer nos équipements et nos ouvrages avec un contexte de plus en plus compliqué vis-à-vis des stress hydriques qu'on connaît tous. Donc c'est un partenariat qui est né par la signature d'une convention il y a 10 ans avec la CKD-Nord qui porte aujourd'hui plus de 10 actions. Donc, ce sont des actions qui sont financées par l'Agence de l'eau, par l'Agence française de développement et cofinancées par la CKD-Nord et la SCP. Donc, on peut citer parmi ces actions, par exemple, la formation de techniciens d'exploitation ou encore l'organisation de journées techniques autour de méthodes de rénovation de stations de pompage, de mise en place d'études pour la valorisation du potentiel énergétique de leurs ouvrages ou encore pour le développement de process pour améliorer la sécurité du service de l'eau et donc l'alimentation des usagers en Tunisie.
Voilà donc 2 exemples de partenariat, hein, de mise en place d'une relation de confiance et surtout d'une mise en place d'une relation durable avec d'autres pays. Merci beaucoup, Madame Valentin. Voilà, nous sommes complets, si je puis dire, sur le sujet. Le temps est donc venu de passer la parole à la salle au cas où il y aurait des questions à votre attention. J'en ai encore personnellement à vous poser pour me faire le porte-parole de celles ou ceux qui auraient des velléités de suivre l'exemple ou de s'engager. Je pense à des représentants de collectivités ou des élus qui nous regardent et qui pourraient s'intéresser au sujet et qui auraient envie d'aller plus loin. Je me tourne vers vous dans un premier temps pour vous proposer de poser des questions directement à nos intervenants. Merci, monsieur. Merci d'avance de bien vouloir vous présenter pour que nous puissions vous situer et de nous dire à qui s'adresse votre question éventuellement. On vous passe le micro instantanément. Voilà, merci. Christian Chaffiol, APAM, hein, c'est une association humanitaire à vocation médicale, mais on se préoccupe depuis peu des questions d'eau et d'assainissement parce que tout est lié, ça a déjà été dit. Moi, ma question est toute simple. Quel est pour une collectivité l'intérêt de participer et notamment de s'inscrire dans la loi Oudin? Quelles sont les retombées favorables? C'est effectivement ce qui intéresse les élus. Alors, je ne sais pas qui peut me répondre là-dessus. Bah écoutez, Madame Bricky, si vous voulez peut-être faire part de votre point de vue pour commencer. Le micro est ouvert, hein, allez-y. Je vous propose juste d'ôter votre masque peut-être pour qu'on vous entende bien. Alors, à moins que Jean-Luc souhaite intervenir, bon, moi je suis Territoire solidaire et Société des eaux de Marseille Métropole, donc délégataire de services publics. Donc je ne peux pas parler au nom des collectivités, mais je peux parler en tant que partenaire des collectivités. Donc comme le disait Jean-Luc, en fait, nous sommes partenaires loi Oudin, donc du % solidaire depuis 2014, mais nous aussi, nous étions engagés sur le champ de la coopération et de la solidarité internationale depuis bien longtemps avant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ADN aussi par rapport... C'est souvent une affaire de personnes aussi, la solidarité internationale. Et souvent, vous l'avez peut-être vécu dans vos associations, mais c'est le cas aussi dans les collectivités. Ça peut partir de l'attrait d'une personne, d'un élu ou autre, qui va impulser le système. Mais quand cet attrait n'est pas là par lui-même, eh bien, c'est tout l'enjeu pour nous d'essayer de le susciter. Donc, en tant que délégataire de services publics, en tout cas, nous sommes ravis de participer aux côtés de la métropole. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a toute une logique partenariale de travailler ensemble de façon différente sur des sujets qui font sens. Alors, je le dis comme je le pense, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur l'instruction des projets. Donc, par exemple, on a mis en place ce système-là depuis le premier appel à projet en 2016, qui est hyper vertueux, c'est-à-dire que quand tous les projets arrivent, on a mis en place des binômes d'instructeurs de ma société et de la métropole. Et bien, croyez-le ou non, ça donne une magnifique synergie, un magnifique partenariat, et derrière avec des projets qui font sens. Et pas plus tard que la semaine dernière, on avait toutes les associations qui avaient été retenues il y a quelques années qui sont venues nous présenter l'avancement des projets. Et derrière, ça nous permet vraiment de motiver un petit peu les troupes. Et c'est, je pense, aussi pareil pour la métropole. Après, il y a tout simplement, je pense, pour une collectivité et pour nous, l'enjeu du rayonnement. L'enjeu de pouvoir parler de sujets comme l'éducation, la jeunesse, la santé sur notre territoire en le mettant en résonance par rapport à ce qui se passe aussi à l'étranger. Donc cette notion de citoyen ici et citoyen là-bas, citoyen du monde, pour moi, qui fait vraiment sens. Merci Mme Bricky. Monsieur Marion, sur la question de la motivation d'une collectivité comme la vôtre, ça part de quoi au départ? C'est vraiment l'impulsion est donnée par un élu en particulier qui est passionné par le sujet, ou est-ce que c'est une prise de conscience collective? Comment ça s'est passé vous concernant? Alors, je pense qu'au départ, il y a une prise de conscience collective, mais là, elle n'est pas au niveau de la collectivité, elle est au niveau national, puisque c'est la loi Oudin, effectivement, qui fixe le cadre et qui donc est là pour venir en aide sur des populations qui en ont le plus besoin, qui se trouvent dans des situations où, effectivement, il y a un manque d'eau important. Ensuite, effectivement, au niveau de chacune des collectivités, il faut qu'il y ait cette volonté de rentrer dans le cadre. C'est-à-dire qu'avant d'aller financer tel ou tel projet, il faut déjà qu'on ait un cadre juridique qui nous permette d'intervenir. Et donc, ça veut dire qu'il y ait une délibération qui permette de pouvoir ensuite, chaque année, mobiliser des fonds sur de tels projets.
Une fois que le cadre est fixé, je dirais, si on prend l'expérience de notre métropole, je dirais qu'il est tracé là, il est tracé jusqu'à la fin du contrat de DSP. Aujourd'hui, on a un contrat qui était un contrat de 15 ans, 2014-2029. On sait, et c'était l'inquiétude, je me rappelle, de Laurence Criette, qui est directrice de Territoires Solidaires, la visibilité pour les associations. Moi, j'ai pu lui assurer que jusqu'en 2029, on aurait un appel à projet qui serait un appel à projet annuel. Et dans la mesure où le partenariat suivrait, on aurait à peu près entre 900 et 1 million d'euros à mobiliser chaque année. Ce qui est pas mal quand même en termes de, non seulement de montant, mais de visibilité. C'est pas mal, mais 2029 arrive vite. Voilà, oui, il faudra, 2029, il y aura un nouveau contrat. Il faudra effectivement que les successeurs là, qui s'occuperont de renégocier les futurs contrats, est-ce que oui ou non, on va encore mettre dans les futurs contrats... solliciter les délégataires. Et faire en sorte qu'effectivement, on puisse encore mobiliser des fonds pour ces actions-là. Je pense que oui, puisqu'aujourd'hui, tous les contrats de DSP qui sont renouvelés à l'échelle de la métropole, puisque là, le contrat dont je vous parle, c'était le contrat de l'ancien territoire de l'ex-communauté urbaine. Et il y a de nombreux contrats qui aujourd'hui sont renouvelés, et tous ceux qui le sont aujourd'hui le sont avec cette possibilité, effectivement, de mobiliser un certain pourcentage des recettes sur ces actions-là. Donc voilà, donc, une fois que le cadre et que l'argent est là, après, effectivement, il y a plus de projets que ce qu'il y a de fonds disponibles. Hein, voilà, vous l'avez bien compris. Et ce qui nous permet d'être aujourd'hui sélectifs et de sélectionner, je dirais, les meilleurs projets parmi ceux qui nous sont déposés. Si vous permettez, pour reprendre le terme exact du début de la question de monsieur, quel intérêt pour une collectivité? Je me posais la question de savoir en termes de communication, est-ce que la collectivité informe, est-ce qu'elle communique auprès de ses ressortissants sur cet engagement? Mais moi, je vous dirais que pas suffisamment à mon goût par rapport en fait, à l'argent qui est mobilisé. Aujourd'hui, je dirais qu'on communique sur beaucoup de domaines, mais finalement, sur celui-ci, c'est assez discret. Par rapport aux fonds qui sont mobilisés, je trouve qu'on communique peut-être pas assez. Voilà. Hein, voilà. Donc, Monsieur Touron, vous souhaitiez ajouter quelque chose, hein? Oui, j'attendais cette prise de parole, mais pour arriver à rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, si dans une commune, si on arrête le processus à simplement le fait de donner de l'argent à un projet, je pense qu'on n'en tire rien. Et en fait, ça commence à être intéressant quand on insère le projet dans la politique publique de la collectivité et qu'on commence à impliquer ne serait-ce que les services, mais aussi les administrés dans le dispositif. Donc ça, c'est vraiment la clé, elle est vraiment là. On a forgé ces dernières années des messages autour de la réciprocité, en se disant que peut-être que même en milieu scolaire, hein, quand on va faire une rencontre vers des enfants en leur expliquant que dans d'autres pays, avoir de l'eau qui coule quand on appuie sur le bouton du robinet, c'est pas quelque chose de gagné, que le fait d'avoir 10 km à faire tous les matins pour aller chercher l'eau avant d'aller à l'école, c'était une sacrée entrave à son processus d'apprentissage. Donc tout ça, c'est quelque chose c'est un discours qu'on a forgé depuis des années qui fonctionne bien, à mon avis. La réciprocité, c'est quelque chose d'important. Mais là, je ne voudrais pas vous laisser sans avoir parlé des ODD, parce que dans l'esprit de beaucoup, on est resté sur l'idée des objectifs du millénaire. Donc c'était la phase entre 2000 et 2015, où l'objectif des pays riches était de promouvoir l'accès à l'eau dans les pays pauvres, alors que depuis 2015, dans le cadre des ODD, l'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que le travail, quand on met en place une coopération avec une ville du Sud et qu'on travaille dans cet objectif-là, on travaille dans cet objectif-là au Sud, mais aussi ici. C'est aussi important pour nous, en France, on a aussi signé cette charte des ODD. Et donc, quelque part, il y a même plus besoin de réciprocité aujourd'hui pour se rendre compte qu'on soit ici ou là-bas, on part peut-être pas du même problème, du même point de départ, mais en tout cas, on a le même objectif. Et que c'est très facile aujourd'hui pour une collectivité de communiquer sur son action, de valoriser son action auprès de sa population, parce que c'est quelque chose qui est très très bien accepté par les gens. On est en train de parler de l'accès à l'eau, quoi. En fait, c'est quand même dans les éléments fondateurs de la vie, quoi, en fait. Hein, dont on est donc... je ne connais pas d'exemple de collectivité où, je ne sais pas, j'ai envie de paraphraser M. Tétard qui nous avait dit ça lors la dernière Assemblée Générale du PSO. Il n'y a pas un élu en France qui a perdu des élections parce qu'il avait aidé un village du Sud à accéder à l'eau, en fait. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment un sujet qui fait consensus pour tout le monde. Ce n'est pas un sujet clivant, s'il en est.
voudrais, mais je ne veux pas monopoliser le micro. Allez-y, monsieur. J'ai une autre question. Peut-on parler d'eau potable sans parler d'assainissement ? Je pose ma question autrement. Est-ce que notre projet est regardé avec un œil bienveillant si les deux thèmes sont abordés ? Allez, je garde le micro. Je vous en prie. Je garde le micro. Alors, il n'y a pas... techniquement, il n'y a pas de limitation comme ça dans le dispositif d'aide de l'agence. On n'a pas écrit clairement dans le programme d'intervention que si le projet ne menait pas d'action d'assainissement en plus de l'eau potable, on ne l'aiderait pas. Bon. Mais c'est quelque chose vers lequel on va, parce que ça ne se fait pas naturellement. Donc on est obligé de l'inciter. Et pourquoi c'est important de le dire ? Parce que l'eau potable, l'accès à l'eau potable draine quand même beaucoup plus d'intérêt que l'accès à l'assainissement. On a beaucoup plus de collectivités, d'associations qui viennent nous voir en nous parlant eau potable, en oubliant complètement que si on continue à ne pas lutter contre la défécation à l'air libre, on a du mal à garantir la qualité de la ressource qu'on va donner aux usagers. Mais cela dit, la demande est souvent pour répondre à une urgence, à une priorité qui est l'adduction. Non, la demande, elle n'est pas pour répondre à une urgence, elle est pour répondre à un programme durable. L'objectif n'est pas d'amener des bouteilles d'eau et de dire aux gens, voilà. Donc si on veut amener de l'eau, il faut qu'on amène de l'eau de bonne qualité. C'est l'objectif. L'ODD 6, c'est ce qu'il nous dit. C'est une eau de bonne qualité et à un tarif acceptable. Mais donc ça veut dire que pour pouvoir garantir ça, il faut faire ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau. Donc il faut réfléchir sur la durabilité de cette ressource. Si on a un système de distribution qui est parfait, merveilleux, mais qu'on n'a pas mis en place de périmètre de protection autour de la ressource, ou qu'on continue la déforestation autour de cette zone de captage et qu'on voit qu'on a une baisse de la réalimentation en eau du sol et que la source se tarit au bout de 3 mois dans l'année, parce que la température augmente, on n'a rien fait, on n'a rien gagné. On a essayé, on a donné un peu d'espoir, mais en fait, on n'a pas changé le problème. Donc en fait, il faut bien qu'il y ait une approche globale de ce système-là. Et donc aujourd'hui, les agences avaient cette année lancé un appel à projet pour essayer de faire le lien entre les actions qu'on menait à l'échelle des pays et les actions de coopération décentralisée. Et on en avait fait un critère rédhibitoire. Si le projet qui nous était présenté n'avait pas un volet eau et assainissement, il n'était pas éligible. Donc petit à petit, on y vient. On va inciter fortement comme ça parce que la lutte contre les maladies hydriques, elle est extrêmement importante. Enfin, vous avez cette sensibilité-là, je vous en remercie, mais il faut qu'on fasse percoler cette information dans l'imaginaire de tout le monde pour bien se rendre compte que quand on lance un programme d'accès à l'eau, on traite l'assainissement. Vous voyez, monsieur, que votre question était particulièrement pertinente, puisqu'effectivement, ces réflexions sont d'actualité. Je compléterai par rapport à notre appel à projet, puisqu'effectivement, toutes ces questions-là, on se les est posées. Et pour inciter justement à ce que les associations traitent les dossiers dans leur intégralité, on a donné une prime au dossier qui comporte à la fois un volet eau et un volet as par rapport à ceux qui ne comportent qu'un volet eau seul. C'est-à-dire que 2 dossiers identiques, à peu près en termes de notes, je dirais, celui qui aura le volet eau et assainissement sera avantagé par rapport à celui qui n'a que le volet eau. Voilà. Merci, monsieur Marion. Question suivante. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, monsieur Robéry. Voilà, François Robéry de l'Agence de l'eau. Je voulais savoir, nous, c'est plutôt Rémi qui s'occupe de ces sujets, donc on les connaît, mais de loin. Comment s'effectuaient les procédures de vérification que l'argent qui était donné était bien utilisé ? Est-ce qu'il y a des démarches pour vérifier cela ? Parce qu'on voit qu'il y a c'est des montants qui sont quand même conséquents et que à l'agence, nous, quand on travaille, en tout cas sur notre territoire, sur notre bassin, on a tout un ensemble de ce qu'on appelle des contrôles. Des dispositifs d'évaluation, en quelque sorte ? Non, on va même plusieurs années après la réalisation des travaux, vérifier que ça fonctionne bien, que l'argent que l'on a donné aux collectivités, il a bien été utilisé, il n'a pas été utilisé pour faire d'autres choses, quoi. Alors, quid de ces contrôles ? Alors, je veux bien, monsieur Mouton, peut-être. Je veux bien juste intervenir pour planter le décor et puis peut-être, Jean-Luc, si tu veux bien donner la parole à Philippe. Mais en fait, ce que je voulais dire en préambule à cette question de François, qui est une question essentielle, parce que en fait, convaincre un élu de se lancer en coopération, c'est garantir l'argent public dont on lui a donné la charge. Si c'est pour envoyer de l'argent dans un pays du Sud et le voir disparaître, c'est pas la peine, quoi. Et on sait qu'on a un vrai problème avec ça. Là où je voulais intervenir, c'est qu'il ne faut pas
mélanger toutes les types d'aides que la France apporte dans les pays du Sud. Et dans celle dont on parle, ces fameuses coopérations décentralisées, cette action extérieure des collectivités, la collectivité du Nord qui a mis en place un partenariat avec la collectivité du Sud, elle va apporter l'argent là où il y en a besoin. C'est-à-dire que le projet qui va être décrit, ce n'est pas le projet de la collectivité du Nord, c'est le projet qui correspond aux attentes de la collectivité du Sud. Donc, le village n'a pas d'accès à l'eau, on va au Morégo du coin, on va essayer de trouver un puits pour rapprocher l'eau des habitants. Les habitants pratiquent la défécation à l'air libre, on l'a dit tout à l'heure, on va essayer de créer des latrines pour apporter une réponse à cet assainissement. Si on paye 250 € la latrine, par exemple, au final, dans le village, on a des latrines qui sont installées, qui sont fonctionnelles, qui sont utilisées par des gens. On n'a pas donné de l'argent à une structure qui va la rapporter à une autre, qui va la rapporter à une autre, qui va la rapporter à une autre, et avec tout un système d'évaporation qui sera prévu dans le processus. Donc pour moi, le premier gros message que je voulais délivrer, c'était vraiment la coopération décentralisée, les actions de coopération décentralisée, c'est une action extrêmement sécurisée en termes de l'usage de l'argent public, parce que c'est la commune du Nord qui elle-même apporte l'argent sur l'équipement dont la commune du Sud a besoin. Et ça, c'est vraiment un élément important. Il n'y a pas de risque de perte. On n'a pas d'exemple de problème de dossiers mal financés. Concrètement, c'est-à-dire que vous réglez sur facture, vous vérifiez la destination des fonds. On fait les travaux. Et vous faites les travaux. On fait les travaux, c'est-à-dire que la commune, alors pas l'agence, hein, mais oui. Puisque l'agence finance, mais la commune du Nord, elle va discuter avec la commune du Sud, trouver le maçon qui va construire la latrine qui va servir à... Donc il y a un suivi de... Donc on est dans ce réseau de proximité, en fait. Il n'y a pas d'évaporation dans ce réseau de proximité. Et puis, malgré tout, il y a des contrôles qui sont faits. Donc Philippe, c'est là peut-être que je voulais te laisser la parole pour que tu nous dises, parce que tu fais toi-même des contrôles sur ce type d'équipement et voir comment ça se passe. Oui, alors on fait des contrôles qui ne sont pas a priori des audits non plus, ce n'est pas des audits financiers. Et puis c'est vrai que moi, en 11 ans de pratique, je dirais, au sein du PSO, je n'ai pas vu un seul cas avéré de détournement de fonds sur un projet de coopération décentralisée. Plutôt une bonne nouvelle. Peut-être un ou deux dossiers où on a eu quelques doutes, mais pas de... Voilà. J'aurais beaucoup plus de doutes sur les grands programmes multilatéraux et bilatéraux où l'argent transite directement auprès des États et entre États. Là, comme l'a dit Rémi, c'est vrai que c'est entre pairs. C'est vraiment de la traçabilité de collectivité à collectivité, avec souvent un acteur en plus associatif au milieu qui surveille quand même le bon usage des fonds. Donc c'est quand même minime. Et ensuite, effectivement, il y a un contrôle a posteriori. Donc nous, au PSO, on fait ce travail, mais il n'y a pas que nous. On est missionné, notamment par la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors ça va se concrétiser, on espère, en 2022, mais avec les 2 années un peu particulières qu'on vient de vivre, vous imaginez que les déplacements sur place étaient compliqués. Alors ça aussi, c'est un sujet. Ça veut dire qu'il faut aussi peut-être penser à pouvoir avoir du contrôle a posteriori organisé depuis les pays, avec des structures de confiance, avec des organisations de confiance sur place. Mais on fait ce contrôle, effectivement, par rapport à un projet qui a été financé et avec des activités prévisionnelles qui étaient prévues. A posteriori, un an, 2 ans, 3 ans après, on va sur place et on vérifie si les infrastructures ont bien été réalisées, si les infrastructures sont conformes à ce qui a été prévu, si ces ouvrages fonctionnent et si ces ouvrages, il y a du personnel en place pour bien les gérer et les exploiter. C'est peut-être là où des fois ça peut pêcher un peu, mais ce n'est pas un problème de corruption, je dirais, ou de malveillance. C'est juste qu'on n'a pas forcément des fois du personnel suffisamment qualifié ou formé pour pouvoir assurer ces missions. Petit message au passage de l'intérêt de prévoir cette composante dans les projets. J'imagine d'assurer le fonctionnement à long terme. Elle est essentielle au même titre que le couple eau-assainissement. C'est un moment, si on ne forme pas les gens derrière pour à la fois au niveau des exploitants et des collectivités, s'il n'y a pas de suivi et de gens qualifiés pour faire ce travail, c'est sûr qu'on voit que la gestion communautaire, on va pas... Ce n'est pas les usagers qui vont gérer ça, sauf pour leur latrine. Merci pour ces précisions et pour ce rappel. Madame, je vous laisse également vous présenter. Bonjour, merci. F de Bonadonna de la société DV2E qui œuvre dans la valorisation des eaux et des déchets.
Je me permettais de rebondir puisqu'on parle d'eau, d'assainissement, et je voulais savoir si vous seriez friand de projets un petit peu innovants sur la réutilisation des eaux usées traitées dans ces pays, qui est un thème qui commence à se développer chez nous. Et justement, en parlant un peu de réciprocité et d'intérêt commun, voilà. Merci. Alors la fameuse reut ou reuse dont nous avons régulièrement l'occasion de parler ici dans ces conférences, c'est ce que nous avons fait hier d'ailleurs dans le cadre du forum régional de l'eau, en rappelant que le cadre réglementaire était encore assez contraignant en France et en Europe en particulier, mais les lignes bougent, les choses avancent. Par contre, effectivement, on peut imaginer que certains destinataires de cette coopération décentralisée bénéficient d'un cadre réglementaire un peu plus tolérant, si je puis dire, par rapport à ça. Je ne sais pas si quelqu'un a l'expérience de projets qui font usage de ce type d'eau, de réutiliser. Je ne sais pas si vous en avez des exemples. Je vous interroge, Monsieur Touron, vous avez une idée là-dessus en tout cas, vous pouvez répondre aussi. Je ne veux pas reformuler comment dirais-je, me substituer à la question de Madame qui disait est-ce que vous êtes intéressé ou est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés pour vous intéresser au sujet? Oui, alors je veux pas faire un trop grand discours, mais j'ai un peu le sentiment que vous avez déjà donné la réponse dans votre question, ce qui est qu'en France, on est très en retard sur ces sujets-là. Quand on a dit ça, déjà, ça veut dire que dans le reste du monde, il y a des choses qui bougent. Donc effectivement, pour l'agence de l'eau, notre objectif en accompagnement des collectivités locales, c'est de les inciter à se poser des questions sur ces enjeux de réutilisation des eaux usées traitées, parce qu'on sait que ces eaux-là, elles ont une qualité qui est suffisante pour être employées dans une deuxième vie, et que ce n'est pas la peine d'aller mobiliser de nouvelles ressources pour assurer cette deuxième vie. Donc on est complètement dans la logique de développement durable et dans les objectifs qu'il faut qu'on ait en tête. Le parallèle avec les pays du Sud, il est un peu particulier à faire, parce que d'abord, on a une variété de territoires sur lesquels on intervient où il n'y a pas l'eau. Donc quand il n'y a pas l'eau, la réutilisation de l'eau, on connaît bien. C'est-à-dire que la maman qui a fait ses fameux 10 km le matin pour aller chercher ses 20 litres d'eau, entre la lessive, la cuisine, la toilette des enfants et l'arrosage des tomates, la réutilisation de l'eau, elle sait exactement ce que ça veut dire. Hein. Donc ça marche très bien. Alors là où on doit être vigilant, c'est que quand on amène l'eau, l'usage de l'eau est plus facile, donc la consommation d'eau augmente. On le voit au Maroc, par exemple, quand on commence à promouvoir des systèmes de branchement individuel. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir l'assainissement qui va avec pour cette eau-là. Mais peut-être que la solution qu'on a avec ces pays-là, elle n'est pas non plus par la solution du tout tuyau comme on a pu l'élaborer en France. Et aujourd'hui, on essaye peut-être de faire la promotion de latrines familiales avec des systèmes de collecte des matières de vidange qui vont amener sur des lits de séchage qui vont pouvoir permettre de réutiliser les matières organiques pour assurer des plantations. En tant que fertilisant. Donc on a des systèmes comme ça qui fonctionnent. Et alors, l'image d'Épinal de la station d'épuration avec son traitement intégral et sa réutilisation dans l'arrosage des jardins publics, par exemple, ou d'un golfe ou d'une zone agricole, c'est quelque chose qui est quand même réservé à une frange très particulière de grandes collectivités. Sur le bassin méditerranéen, on en a plusieurs. On a des dossiers qu'on finance avec l'AFD sur ces sujets-là. On a des dossiers qu'on finance avec la Société du Canal de Provence pour justement que des structures gestionnaires de réseaux de distribution d'eau comme la CKD Nord puissent intégrer des ressources telles que ces eaux usées traitées dans l'alimentation, par exemple, des groupements d'irrigation agricole sur les territoires. Donc on pousse effectivement dans cette direction-là. Mais encore une fois, le vrai retard, il est chez nous, quoi. Et c'est nos élus qu'il faut convaincre, c'est notre population, c'est nos consommateurs qui ont parfois du mal à envisager la réutilisation des eaux usées et puis qui vont quand même acheter des tomates au mois de janvier en ne se rappelant pas qu'au fond de l'Espagne, la réutilisation des eaux usées, elle est monnaie courante, quoi. Voilà. On va passer la parole à Mme Valentin qui voudrait peut-être illustrer cette partie que vous connaissez peut-être plus particulièrement. C'était l'objet de ma remarque tout à l'heure, effectivement, des cadres réglementaires dans les pays auxquels s'adresse cette coopération sont peut-être parfois plus... J'utilisais le terme de tolérant, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais qui laissent le champ un peu plus libre à ce type d'usage, alors qu'ils sont encore très contraints chez nous, en fait, paradoxalement.
Oui, on va dire que les contextes des pays dans lesquels on travaille à l'international sont des contextes qui sont très différents, avec des stress hydriques très importants, qui les obligent à avancer sur ces sujets-là, notamment pour la réutilisation à vocation agricole. Donc nous, on travaille sur des projets de réutilisation des eaux usées traitées depuis de nombreuses années, que ce soit au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen ou en Afrique subsaharienne. Et on voit qu'il y a vraiment une demande des collectivités étrangères pour qu'on puisse les accompagner sur ces thématiques-là, les accompagner dans le cadre de coopération décentralisée, les accompagner dans le cadre de projets financés par des bailleurs de fonds divers et variés. En tout cas, clairement, la réponse est un grand oui. Ils sont quelque part du coup beaucoup plus en avance que nous sur ces sujets-là, parce qu'en France, on voit énormément d'études de faisabilité. Les industriels commencent à aller un peu plus loin. Par contre, pour les collectivités, on est quand même assez frileux et très en amont de tout ça. Donc on a les compétences, mais on manque de projets quelque part, alors qu'à l'international, les choses ont déjà démarré depuis longtemps. Ils sont beaucoup plus ouvertes d'un point de vue réglementaire et aussi d'un point de vue du coup des usages. Merci Madame Valentin. Pendant que vous avez le micro, si vous le permettez, parce que nous arrivons à la fin de nos échanges, sans jeu de mots, je pense que le sujet est un peu épuisé, comme on dit, des ordres du jour, mais à moins qu'il y ait d'autres questions de la salle. Alors on va vous passer la parole tout de suite, messieurs. J'avais une dernière question pour vous que je vous réserve pour ce mot de la fin, si vous le voulez bien. Très bien. Monsieur, je vous en prie, merci de bien vouloir vous présenter. Bonjour, Gossio Oulé du bureau d'études hydrosol. J'apporte une contribution aux questions précédentes. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Donc, sur la question du suivi et de la réalisation des projets, je rejoins c'est M. Mouton, si je ne me trompe pas. Votre réponse, elle est complètement... Je suis totalement d'accord avec vous. J'ai travaillé un peu avec des collectivités. Et effectivement, il y a des évaluations périodiques qui sont mises en œuvre. Il y a des acteurs qui viennent vérifier sur le terrain comment c'est fait. Après, il y a les artisans qui sont formés aussi, par exemple, sur les pompes hydrauliques villageoises, qui sont formés sur comment remplacer les pièces quand l'ouvrage ne fonctionne pas correctement. Il y a aussi les populations villageoises qui sont organisées en coopération pour pouvoir permettre à toute la population de s'intégrer dans le projet. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est fait et qui permet que les choses se fassent de manière durable. Sur la question de la réutilisation des eaux en Afrique subsaharienne, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures déjà. Les steppes dont on parle, c'est dans les grandes métropoles, dans les grandes villes comme les capitales. Mais dans les villages, vous n'allez pas trouver des stations d'épuration pour, à plus forte raison, parler de réutilisation des eaux usées. Donc on n'est pas sur les mêmes problématiques, sur les mêmes outils, sur les mêmes techniques de traitement. Du coup, cette problématique sont un peu lointaine encore pour nous et je pense que peut-être dans les années à venir, au fur et à mesure du développement, on arrivera à ça. Merci monsieur pour votre témoignage et cette illustration parfaite et ce retour d'expérience que vous nous partagez. Monsieur, il y a une question là-bas dans le fond. Je m'adresse à notre hôtesse Bérac qui vous permet de vous saisir du micro en toute sécurité. Merci. Oui. Merci beaucoup. Donc, je suis Yvan Kédage, le directeur du pôle Aquavalais, entreprise de l'eau notamment. Je rebondis sur les sujets d'innovation et de coopération décentralisée. On a mentionné très rapidement la notion d'innovation et par expérience, je pense qu'il n'est pas forcément opportun que les opérations de coopération décentralisée, je parle notamment sous le contrôle de Rémi, soient le lieu d'innovation. Il y a des temps pour développer des innovations et pour les mettre en application de marché. Une fois que cette application de marché est possible, alors là, il est opportun de faire du transfert pour pouvoir les utiliser. Je pense qu'il faut être très précautionneux sur le lien entre innovation et projet de coopération décentralisée, dans la mesure où on n'est pas là pour aller faire du développement de solutions, on est là pour aller apporter des solutions qui correspondent à des problématiques. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Merci monsieur pour votre message, en tout cas cette recommandation que vous souhaitiez partager. Merci beaucoup. Je me tourne de nouveau vers vous pour m'assurer que d'autres mains ne se soient pas levées entre-temps. Alors, Madame Valentin, comme promis, ce n'est pas pour vous donner le mot de la fin, mais c'est une question qui m'est venue à l'idée à travers les différents échanges. Alors, on a bien compris la particularité de votre actionnariat public malgré votre statut privé, mais je me demandais quel message, pour terminer, vous pourriez adresser à toute entreprise privée, quelles que soient ses particularités, qui pourrait l'inciter à s'engager plus avant dans une coopération, et notamment une coopération à travers le partenariat tel que vous le vivez avec des collectivités et avec l'aide de fonds publics
en parallèle. Mais en tout cas, quelle serait cette motivation, quel serait ce message que vous pourriez leur donner pour ceux qui nous écoutent? Il y a deux choses. La première qui fait un peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, quand on travaille en coopération décentralisée avec un autre gestionnaire d'ouvrage et qui sont un peu nos cousins quelque part, on s'aperçoit vite qu'en fait, il y a un bénéfice réciproque et que même si nous, on vient quand même principalement pour faire du transfert de compétences, parce qu'on a quand même des process qui sont bien installés, on apprend beaucoup aussi des gestionnaires dans des pays du Sud qui ont des pratiques qui sont très intéressantes. La deuxième, c'est que pour travailler quand même beaucoup à l'international sur des projets divers et variés, on s'aperçoit d'une très grande complémentarité entre les visions des collectivités, les visions des entreprises privées, les visions des experts locaux, les visions des ONG, les visions des organismes de recherche. D'ailleurs, les bailleurs de fonds l'ont bien compris et intègrent de plus en plus à leur cahier des charges cette demande de transversalité très complémentaire. Il ne faut pas voir les entreprises privées que comme des mécènes. Aujourd'hui, on voit que les entreprises privées sont là pour apporter des solutions innovantes avec une vraie technologie pratique. Donc je vous rejoins dans le fait qu'il ne faut pas expérimenter les choses dans la coopération décentralisée. Par contre, on a innovation et innovation. On voit d'ailleurs dans les projets d'innovation verte que finance la DG Trésor dans le cadre de FASEP, qu'on a des projets très intéressants et que les entreprises privées ont une vision quand même très dynamique, des solutions à apporter sur des sujets d'intérêt généraux. Et je pense que c'est vraiment des pistes à explorer et qui enrichissent tout le monde. Merci beaucoup pour cette réponse très claire et ces encouragements à suivre votre exemple. Bravo à tous, aux uns et aux autres, pour votre engagement aussi à titre personnel. On sent beaucoup de passion dans ce que vous partagez. On sent beaucoup d'intérêt pour le sujet et vous faites vivre les choses sur cette scène comme vous le faites, j'imagine, au quotidien. En tout cas, votre enthousiasme est communicatif. Merci beaucoup à vous, Madame Valentin, Monsieur Touron, Monsieur Marion, Madame Bricky, et j'ai oublié Monsieur Mouton. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà, pardonnez-moi. Avec les masques en plus, l'exercice est d'autant plus difficile. Mais je n'ai oublié personne. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous propose d'attendre encore quelques instants, si vous le voulez bien, parce que nous terminons ensemble la dernière conférence du cycle de conférences de cette édition, de cette première édition de Cyclo Provence Alpes Méditerranée. Voilà, puisqu'on mélange un peu les différentes appellations régionales, territoriales. Et je vais proposer à Jean-Claude Lasserre, le président de Cyclo, de vous adresser quelques mots en guise de conclusion. En guise, non pas de synthèse de toutes les conférences qui ont eu lieu, mais peut-être quelques informations pour terminer et pour clôturer cette série de conférences. Ok. Grand merci. Merci Jean-Charles. Eh ben, écoutez, c'est juste le petit mot de la fin pour remercier tous les participants à toutes les conférences qui ont été initiées et amenées par une partie de l'équipe, Émilie Laurent et Juliette Cossarieux. Avec Jean-Charles. Merci beaucoup, Jean-Charles. Un grand merci à la métropole, un grand merci à la région, un grand merci, François est là, à l'agence Rhône-Méditerranée-Corse qui nous a beaucoup également aidé dans la construction de ces conférences. Tout ça pour vous dire que Cyclo, c'est une première, en tout cas sur cette région, que la deuxième est déjà enclenchée et sera les 6 et 7 décembre 2023 sur ce même site. Donc nous repartons sur un autre cycle de conférences qui seront les thématiques de ce moment-là. On vous remercie tous, intervenants, publics et autres, hôtesses également, ce qui est très important. Et surtout derrière, ça ne se voit pas, mais il y a beaucoup de monde derrière à la technique et il y a du matériel à Lumens qui est vraiment notre partenaire depuis 2017 et qui fait beaucoup pour la qualité du plateau, des échanges. Voilà. Merci beaucoup, passez une très très belle fin de journée et puis j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir d'ici 2 ans. Voilà. Merci Jean-Charles. 3, 2, 1. Here we go!
d'un train. Éloignez-vous